Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, retour dans le passé, on va parler de ce qui a fait beaucoup de mal aux fans. Aujourd'hui, ça va pas être très joyeux effectivement. Pour qu'une œuvre soit bonne, il faut qu'elle puisse transmettre toute une multitude d'émotions, soit la joie, la colère, l'empathie, la tristesse, tout ça permet de créer un récit qui tient la route et qui permet au lecteur de s'attacher au personnage. Donc forcément, quand on apprécie un personnage en particulier et que celui-ci meurt tragiquement, on a mal, très mal, allant même jusqu'à en pleurer. Eh bien moi, c'est ces vieilles douleurs que je vais réveiller chez vous aujourd'hui. D'ailleurs, dites-moi en commentaire quelle mort vous a fait le plus mal. On commence avec la licence Hunter x Hunter, ou Hunter x Hunter comme vous voulez. Ce qui est intéressant avec ce premier cas, c'est que dans les mangas, plus particulièrement les shonen, ce qui fait souvent le plus mal au lecteur, c'est la perte d'un personnage qui avait le rôle de maître pour le héros. Bien sûr, comme ça, c'est vite résumé, mais la majorité des auteurs partent de cette base et construisent une relation maître-élève de manière assez systématique. Ce qui va changer en revanche, c'est la perception de la mort du maître, déjà par le travail de récit effectué par l'auteur. Soit il se concentre sur le drame en lui-même, en y ajoutant par exemple des flashbacks du décédé avec d'autres personnages de l'histoire, soit en se tournant sur la réaction de ceux qui restent. Et tout l'impact dramatique de la scène va un petit peu dépendre de la sensibilité du lecteur. Et c'est pour ça que c'est très intéressant d'analyser ce drame à travers Hunter x Hunter. Kaito est l'un des personnages clés de la série. C'est lui qui va permettre à Gon de tuer Pito et d'éveiller sa force et son haine au maximum. Avant ça, Kaito a sauvé Gon et Killua de Pito, l'une des plus puissantes fourmis chimères. Sa mort a été particulièrement choquante et déstabilisante à voir. Déjà parce que le lecteur nourrit un espoir de le revoir à travers Gon. Même si on savait pleinement qu'il n'y avait aucune chance qu'il ait survécu, on avait cette petite étincelle d'espoir qu'il soit sauf. Mais surtout, la réaction de Gon qui était juste oppressante. On avait mal avec lui. D'ailleurs, ayant vu la série seulement en VF, je tiens sincèrement à féliciter la performance de Nathalie Bien-Aimée qui était juste à couper le souffle. Personnellement, je n'avais pas d'accroche particulière avec le personnage de Kaito, donc sa mort, je vous avoue que je m'en foutais un petit peu. Par contre, tout l'aspect dramatique de la réaction de Gon lorsqu'il réalise la mort de son maître, et surtout de ce qu'il était à ce moment-là, était juste horrible. Pas dans le mauvais sens du terme bien sûr. J'ai réellement adoré la retranscription de toute la douleur qu'il ressentait. Là pour le coup on n'est absolument pas dans la thématique générale des morts de ce classement. Il n'y a absolument pas de relation maître-élève ni même d'amitié ici mais bien une rivalité. Cela n'empêche que la fin de Elle en était tout aussi tragique. Depuis le début de la série nous avions le droit à un jeu du chat et de la souris entre Light Yagami et Elle et c'était plaisant à suivre. Tellement qu'on a tous commencé à s'attacher aux deux personnages et que finalement nous n'étions pas prêts à ce que cela se termine. La façon dont Elle meurt a été tellement choquante et traumatisante. Alors qu'il commence à se lier d'amitié avec Light Yagami, ce dernier est tué par un dieu de la mort sous les yeux de son partenaire qui lui rigole au nez devant sa victoire. Le détective, dans ses derniers instants, semble comprendre la véritable nature de Light. Un moment réellement déchirant. Et ce qui a été encore plus dur, c'est que cette soi-disant amitié naissante entre les deux personnages n'était finalement qu'un leurre pour l'un puisque Kira passera rapidement à autre chose en continuant son activité. Encore une fois, nous sommes dans une situation un peu spéciale dans cette œuvre. Même si dès le début de la série Koro Sensei est présenté comme l'être à abattre, cela n'empêche pas les autres personnages et les lecteurs à s'attacher à lui. On retrouve ici, tout comme dans Death Note, un sentiment du jeu du chat et de la souris dont on aimerait qu'il ne se termine jamais. À la fin d'Assassination Classroom, Koro Sensei se laisse tuer par ses élèves afin qu'ils ne soient plus en danger, avant de leur donner à chacun un dernier conseil dans la vie. Sa mort est évidemment l'une des plus touchantes de tous les animés. Et en plus, elle mettra fin à la série. Alors celle-là, elle est très controversée, et c'est exactement ce que je vous disais plus tôt, la compréhension de la scène dépend énormément du lecteur. Erwin Smith est la définition même de mourir avec ses idées. Afin de permettre à Levi de terrasser le titan bestial et de reprendre le mur Maria lors de la bataille de Shiganshina, Erwin Smith va s'envoyer lui-même au bûcher. Pour certains, il finira par se sacrifier pour laisser vivre Armin, qu'il considère comme plus important pour la survie de l'humanité. Pour d'autres, ce n'était pas le cas. Là où est la force de cette scène, c'est que les personnages y participants sont décisionnaires de qui survivra, soit Erwin, soit Armin. Et le lecteur prend automatiquement position. Certains seront pour la survie d'Erwin et d'autres non. C'est réellement la force de cette scène car le lecteur est directement emporté dans l'importance de la décision et indirectement il participe ou le subit. Rentrons, il commence à pleuvoir. FMA est réellement une œuvre incroyable.
qu'est-ce qu'on a pu pleurer devant celle-ci. Et même encore maintenant, même avec les revisionnages, elle est parfaitement écrite, tout est parfait, il n'y a rien à redire. Personne ne peut s'en plaindre. Forcément, lorsqu'un personnage qui est drôle, attachant et gentil meurt, ça devient tout de suite plus dramatique. Après avoir découvert le plan machiavélique des homonculus, Maes Hughes sera lâchement assassiné par Envy qui prendra pour ce faire l'apparence de sa femme. Le regret dans ses yeux après cela nous a tous bouleversés. La scène qui s'ensuit avec ses funérailles est littéralement là pour nous achever. Avec Hughes, nous ne sommes pas face à la relation maître-élève, mais on retrouve une relation très familiale envers Ed et Alphonse. Avec eux, le lecteur rentre dans son intimité en rencontrant sa femme et sa fille. Nous étions obligés d'aimer ce personnage plein de vie. Sa mort en aura traumatisé plus d'un. Bon, c'est vrai que maintenant, la notion de mort dans la franchise DB est un peu... comment dire ? Ils meurent pas vraiment quoi. Ils seront tôt ou tard ramenés à la vie. Mais à l'époque, c'était autre chose. Certains fans de DBS n'ont pas vu Dragon Ball, donc n'ont absolument pas idée de la relation qu'a Krillin avec Goku et les fans de la première heure. Même si le rôle d'acolyte a largement été approprié par Vegeta, l'éternel meilleur ami de Goku reste Krillin. Ils ont grandi en même temps, se sont entraînés en même temps, ils ont fait les 400 coups ensemble. À l'époque, en plus d'être triste et choquante, cette scène amène l'un des moments les plus mythiques de l'histoire du manga. Lors de l'arc Freezer, durant la bataille finale sur Namek, le seigneur intergalactique se retrouve en mauvaise posture face à Goku. Freezer tue alors froidement Krillin devant Goku qui, fou de rage, se transformera ensuite en Super Saiyan pour la première fois. La mort de Krillin est donc vue comme une sorte de sacrifice qui permettra à Goku d'atteindre un nouvel échelon de puissance. D'ailleurs, ça c'est aussi une caractéristique des morts de personnages dans les récits. Bah oui, si un personnage meurt, l'auteur ne peut pas seulement se contenter de le faire mourir parce qu'il n'en a plus besoin. Il faut que ce soit mûrement réfléchi et que cela apporte quelque chose à l'histoire. Une montée de puissance pour le héros, un drame pour renforcer l'état de crise du récit, ça ne peut pas être fait au hasard. Et pour le coup, la mort de Krillin a permis à Goku d'atteindre pour la première fois le Super Saiyan. Même si One Piece présente une aura générale de bonne humeur, l'œuvre a quand même ses moments assez badants. Ace, membre des pirates de l'équipage de Barbe Blanche, a été tué lors de la guerre de Marineford en voulant protéger Luffy. Ace était présenté comme un personnage faisant partie du passé de Luffy et étant comme un frère pour lui. En plus du poids de la perte d'un ami, c'est un réel sentiment de gâchis que ressentent les fans lors de sa mort, car il était promis à faire de grandes choses. D'ailleurs, l'amiral Akainu, qui est l'auteur de ce script terrible, est depuis considéré comme l'un des personnages les plus détestés de l'histoire des mangas. Vous avez vraiment cru qu'il n'y aurait pas du Naruto dans ce classement? L'œuvre de Masashi Kishimoto a certainement comme point fort la gestion des dramas. L'auteur a été très fort pour développer ses personnages, que ce soit sur leur développement personnel, leur histoire ou encore leur relation avec les autres. La mort d'Itachi est hyper tragique car pendant très longtemps, il a été un personnage détesté dans l'univers de Naruto. Bah oui, il est celui qui a éliminé presque tout le clan Uchiwa. Pendant presque plus de la moitié de l'histoire, il était le Uchiwa à abattre. Il était d'ailleurs le responsable de la dérive de Sasuke. Aux côtés de Naruto, le lecteur a appris à le détester et à le rendre responsable de tous les malheurs de Sasuke. On était tous impatients de voir enfin ce combat opposant Itachi à Sasuke. On savait qu'il allait être incroyable. En fait, la force de cet événement n'est pas le moment proprement parlé où Itachi va mourir, même si son geste vis-à-vis de Sasuke, quand il lui touche le front, a commencé à mettre la puce à l'oreille au lecteur. Le pire, c'est les révélations de Toby, comme quoi Itachi avait fait tout ça pour son frère et pour Konoha. L'ascenseur émotionnel. Là, on était réellement dans une situation dramatique. Dans leur affrontement ultime, Itachi, malade et souffrant, se laissera tuer par son frère pour le sauver de l'emprise d'Orochimaru. C'était incroyable. Même si, comme je vous l'ai dit, maintenant la notion de mort n'est plus vraiment ce qu'elle était dans Dragon Ball, on ne peut que avouer que quand la série était à son âge d'or, elle a su nous transmettre pas mal de frissons. Face à Majin Buu, personne ne semble être en mesure de battre ce monstre. Invulnérable et doté d'une régénération quasi parfaite, tout semblait perdu. C'est alors que Vegeta va pour la première fois de sa vie penser aux autres. La force de cette scène, c'est que pour la première fois, Vegeta va laisser parler ses émotions et va se comporter comme un humain. Le prince va tout simplement faire son mea culpa. Le prince des Saiyans va se sacrifier en explosant toute son énergie pour tuer définitivement Buu. Malheureusement, Buu survivra et le sacrifice de Vegeta sera inutile. C'était assurément l'un des plus beaux moments dans Dragon Ball. Celui qui n'a pas eu au moins les yeux qui brillent devant cette scène est cruellement insensible. Jiraiya n'était pas seulement le maître de Naruto et son parrain, il l'était aussi pour les lecteurs.
Le personnage de Jiraiya a été énormément développé, on connaît toute sa vie et de sa quête de l'enfant de la prophétie. On a connu ses échecs et surtout son amour depuis de très nombreuses années pour Tsunade. En apprenant les événements de sa vie, on se rend compte que Jiraiya l'a très souvent rêvé, sans jamais atteindre son but. Finalement, quand il a atteint ses rêves du bout du doigt, il n'échappera pas à la mort. Et puis, cette scène avec Tsunade, la seule fois de sa vie où elle gagnera un pari. Puis, quelques épisodes plus tard, elle avouera à demi-mot qu'elle n'était pas indifférente à l'ermite. Tout ça a déclenché un sentiment d'injustice pour les fans, vous savez, ce sentiment de passer à côté de quelque chose. C'était vraiment horrible. Et Naruto, la réaction de Naruto était réellement horrible. Le pauvre a vécu toute sa vie tout seul et la seule personne qu'il avait qui se rapprochait d'une famille pour lui a été enlevée. La réalisation de cette scène où Naruto sort de chez lui en pleine nuit pour aller s'acheter la glace qu'il partageait avec son maître retranscrit parfaitement la douleur et la solitude qu'il pouvait ressentir à ce moment-là. Jiraiya restera à jamais l'un des protagonistes préférés des fans du manga de Masashi Kishimoto. Ça y est, ce classement est terminé. Ça va, vous allez bien? Vous avez pas eu trop les larmes aux yeux? Moi je vous avoue, la mort qui m'a fait le plus mal c'est réellement celle de Jiraiya. Celle-là m'avait terminé, genre j'en pouvais plus. Et après, le pire c'est qu'on avait encore cette scène qui revenait avec le générique à l'époque, c'était vraiment terrible. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à nous le dire par commentaire, à liker, partager, ça nous aide énormément. Et également à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Sur ce, moi je vous laisse, à la prochaine. Tchuss!